Cafetière, connecte-toi. Connecte-toi. Cette scène n'est pas du tout anodine, parce que la programmation objet, c'est ça. On a des objets divers et variés, qui ont des fonctionnalités, et on ne peut pas leur demander la lune s'ils ne sont pas programmés pour ça. Tout est objet. Le vidéoprojecteur est objet. Cette cafetière est un objet. C'est une phrase que m'a dit un maître de conférence en 2004 en regardant une cafetière qui était dans notre salle de cours. La programmation orientée objet, on la retrouve dans beaucoup de langages, le C++, le C#, le JavaScript, le langage d'Apple Objective-C, le PHP, le Python, le Ruby et en web, le JavaScript. On entend souvent parler de ça, même quand on n'est pas développeur, on dit ah, les mecs ils développent en objet et tout. En fait, c'est juste une façon de coder qui respecte certains concepts tout en pensant que chaque entité de son application est un objet. Donc c'est vraiment une façon de penser, sans oublier que ce n'est pas une science exacte, c'est de la conception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est juste des façons de faire différentes. Par exemple, une application de web qu'on peut très vite mettre en place dans les exercices, et par exemple un jeu de rôle, on pourrait avoir des classes d'objets utilisateurs, des classes d'objets personnages, des classes d'objets d'armes, des classes d'objets de base de données. Voilà, tout ce qu'on peut repérer comme entité, ça devient un objet. Le métier d'informaticien, la force de l'informaticien, c'est d'être capable de voir toutes ces entités et d'en faire des objets en code. Alors, programmer orienté objet, on l'oppose souvent à une autre technique de programmation que normalement vous devez connaître, c'est la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire écrire son code de A à Z en y intégrant des fonctions. Les fonctions, pour rappel, c'est le fait de factoriser un code, c'est-à-dire que vous avez un code standard, vous y trouvez des codes identiques et vous en faites une fonction. Et ainsi, vous appelez juste les fonctions plutôt que le code. Et du coup, vous vous retrouvez avec un code factorisé en un certain nombre de fonctions. C'est beaucoup plus lisible et plus puissant. Alors pourquoi on a inventé l'objet ? Pourquoi on n'est pas resté sur le fonctionnel ? Parce que le fonctionnel, en fait, quand vous commencez à avoir beaucoup de fonctions, c'est vite le bazar. On va dire que l'objet, c'est un peu plus structuré. Alors l'avantage du fonctionnel, pas que des défauts, on peut développer très rapidement. C'est surtout utilisé dans les startups. C'est parce qu'une startup a besoin d'un prototype rapide, a besoin de beaucoup de fonctionnalités. Mais le problème qui va se passer, c'est que dans un code avec beaucoup de lignes de code, on peut se retrouver à un moment donné avec ce genre de code, une variable qui porte un nom. Donc ici, je l'ai appelé café. Peut-être que derrière se cache une notion de café égale appel d'une fonction qui n'a rien à voir avec le café, par exemple se connecter, et on lui passe en paramètre quelque chose qui n'a rien à voir avec se connecter et café. Un développeur a le droit de faire ça. C'est légal, c'est le fonctionnel qui permet de faire ça. Ça fonctionne. Le développeur saura que sa variable café, en fait, c'est juste une connexion. Lui, il le saura. Mais 5000 lignes, 10 000 lignes plus bas, à un moment donné, il va y avoir un bug, et le mec, quand il va aller débugger, va se dire « Mais c'est bizarre, j'ai une connexion dans ma variable café. Pourquoi mon café se connecte ?» Et c'est là que commence à arriver beaucoup de bugs quand le projet commence à prendre de l'ampleur. Alors pourquoi on apprend à faire de l'objet à l'école ? C'est parce que l'objet, ça respecte quand même certains concepts et ça demande une certaine rigueur et de l'organisation. C'est pour ça qu'à l'école, on aime apprendre ce genre de langage et ce sont des langages qui vont être mis en pratique dans de gros projets. C'est pour ça que les entreprises aiment que les jeunes développeurs qui arrivent soient formatés à développer en objet. L'avantage par rapport à un code fonctionnel, c'est la maintenabilité. Parce que comme le code est structuré, il sera très pratique d'aller identifier des bugs et comme il respecte certains standards, on arrive plus facilement à le maintenir plutôt qu'un ensemble d'appels de fonctions qui parfois peut être mal utilisé. Donc les deux techniques de développement ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors c'est quoi un objet ? Eh bien un objet, c'est ça. C'est une cafetière, c'est une voiture, c'est ce stylo magique. Tout est objet. À partir du moment où on a ce système de pensée, eh bien, quand on prend un objet, on peut y trouver des propriétés et puis on peut y trouver des fonctionnalités. Par exemple, pour cette cafetière, en propriété, je vais avoir des valeurs, des variables qui peuvent changer d'un modèle à un autre, comme le prix, la couleur, le type de modèle. Ça reste une cafetière, l'objet cafetière, mais avec différentes propriétés. Et une cafetière peut avoir des fonctionnalités. Par exemple, allumer, chauffer, éteindre. Donc les fonctionnalités sont des fonctions qu'on va appeler méthodes. Quand on fait de la programmation objet, on peut retrouver des fonctions dans le code, mais dès qu'on a une fonction qui appartient à un objet, on appelle ça une méthode. C'est pour différencier les fonctions qui sont appelées par tout le monde et les méthodes qui sont propres à un objet. Et donc les fonctionnalités d'un objet, c'est surtout des actions. C'est du code qui peut être appelé à être exécuté. Et les propriétés, c'est surtout des variables. Alors comment on modélise ça en objet ? Alors vous allez voir, c'est très proche du MCD. Généralement, on a le titre de notre objet, on a les propriétés, donc exactement comme un MCD avec les propriétés, les champs des tables, mais on rajoute ici les méthodes. Par exemple, j'ai l'objet cafetière et ici j'ai l'objet dosette. Ce sont deux objets. Je vais vous dire après pourquoi je parle de classe et d'objet. Dans un diagramme de classe, donc ça ce sont des classes d'objets, eh bien il y a aussi des relations entre les classes. Mais ça sera l'étude d'une autre vidéo. Alors en informatique, voilà comment ça se présente. On va avoir un fichier de code, donc la règle ça va être une classe égale un fichier qui porte le nom de la classe, et on va avoir un bout de code qui s'écrit comme ça. Des variables qui sont définies en début de classe d'objet, et on va avoir des fonctions qu'on appellera méthodes, qui sont les unes à la suite des autres. Et toutes ces propriétés et ces fonctions sont généralement entrecrochées dans une classe d'objet. Alors pourquoi on parle de classe d'objet ? Eh bien si vous voulez, une classe, c'est un peu la définition des objets. Quand on utilise une fonction, elle est forcément définie quelque part. On appelle ça la définition de la fonction. Eh bien quand on va manipuler les objets dans le
code, parce qu'à un moment donné, c'est bien d'écrire une fonction et l'utiliser, et bien un objet c'est pareil, c'est bien d'écrire un objet, mais après il faut l'utiliser. Et bien la description de cet objet, on appelle ça une classe d'objet. C'est comme un plan. Ici, j'ai une classe cafetière, donc ça définit ce qu'est une cafetière. Une cafetière est définie par des propriétés, un prix, une couleur et un modèle, et une cafetière est définie par des fonctionnalités particulières, comme s'allumer, se chauffer et s'éteindre. Donc le développeur va écrire toutes ces fonctionnalités, il va écrire le code qui est dedans. Donc là, par exemple, c'est une cafetière modélisée en informatique. Alors bien sûr, ce n'est pas une vraie cafetière, hein, c'est modélisé, c'est de l'informatique. C'est censé représenter une cafetière réelle. Quand elle aura la fonction allumée, elle va juste faire un écho je m'allume, donc voilà, elle va s'allumer. Pareil pour chauffer, je fais couler le café, et éteindre, voilà, je m'éteins. Elle va dire écho je m'éteins. Mais en fait, ça c'est le plan. On doit définir les objets avant l'exécution du code, tout comme on doit définir une fonction avant de l'appeler. Et le petit nom qu'on donne à la définition d'un objet, c'est une classe. Une classe, ça peut amener à la création de plusieurs objets. Et donc, il faut différencier le modèle des objets eux-mêmes. Par exemple, ici, j'ai une classe cafetière et je peux, dans mon code, instancier plusieurs objets cafetières que je vais utiliser, qui seront là dans mon code, dans des variables. Par exemple, cette cafetière numéro 6, c'est l'instance de la classe cafetière. La cafetière ici, c'est la cafetière numéro 1, c'est l'instance de cette classe cafetière. Comment j'instancie des objets? Eh bien, une fois que j'ai ma classe cafetière, ça veut dire sa définition, eh bien, pour utiliser un objet, c'est simple, on écrit une variable et on lui dit que c'est égal à un new et le nom de la classe. C'est-à-dire que ici, je vais créer une variable objet café égale new cafetière. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle cafetière, un nouvel objet cafetière dans cette variable. Et ici, vous avez vu, j'ai écrit 5 variables différentes. Je fais appel à la création d'un nouvel objet à chaque fois à partir de la classe cafetière. Ça veut dire qu'en fait, je me retrouve avec 5 cafetières dans mon code. Et les 5 cafetières sont stockées dans des variables. Et l'avantage que ça a, c'est que quand on va commencer à développer, eh ben on aura nos variables qu'on va pouvoir utiliser dans le code et elles seront identifiées par un nom. Et nous, développeurs, on sait que derrière se cache un objet et on va pouvoir interagir avec. Notamment, on va pouvoir demander à l'objet, par exemple, objet café 1, eh bien de s'allumer ou de s'éteindre ou de faire couler le café et non de se connecter. Connecte-toi. Parce qu'on ne pourra pas. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les cafetières sont toutes jumelles, d'accord? Ce sont les mêmes, elles ont été faites à partir du même plan, mais elles sont à la fois uniques. Ça veut dire que les propriétés de celles-ci peuvent être différentes de celles-là. Un objet de cafetière, ça reste une cafetière, mais elles peuvent toutes avoir des propriétés différentes. Mais attention, quand je dis des propriétés différentes, je parle des valeurs des propriétés. Ça veut dire que si on revient ici dans notre classification de cafetières, elles ont 3 propriétés, le prix, la couleur et le modèle. Et quand j'instancie les cafetières, eh bien, elles vont pas avoir des nouvelles propriétés. C'est-à-dire que je vais pas, de cette cafetière-là, elle va pas avoir une nouvelle propriété, je sais pas, compte en banque, c'est au hasard. Les 3 propriétés-là, elles se retrouvent dans chaque cafetière, mais elles peuvent être différentes. C'est-à-dire que le prix peut être différent, la couleur peut être différente. Et du coup, dans notre code, il y en a une qui peut être bleue, il y en a une qui peut être rouge, mais ça reste des cafetières. Alors maintenant, c'est bien beau de savoir ce qu'est un objet en programmation. Donc on pourrait le définir en créant une classe, lui mettre des propriétés et des fonctions. Mais comment on l'utilise? Vous pouvez aller voir la vidéo sur l'objet PDO qui est un objet classifié par un développeur. Et en fait, nous, on utilise l'objet PDO pour se connecter à une base de données. Donc là, j'ai créé un objet cafetière, mais bon, voilà, notre cafetière, elle fait pas grand-chose finalement dans notre code. Et bien, si vous voulez aller voir la vidéo qui parle de l'objet PDO, vous verrez comment on utilise un objet. Mais ici, je vais faire un bref résumé. Donc, je crée 2 cafetières. Objet café 1, objet café 2 sont des variables, donc on égale à new cafetière. C'est-à-dire qu'on instancie une cafetière, un objet cafetière dans ces variables à partir du mode d'emploi, qui est la classe cafetière. Ça veut dire qu'objet café, j'ai une cafetière, ici, objet café 2, j'ai une autre cafetière. Et qu'est-ce que je peux faire avec ces cafetières? Eh bien, je peux aller chercher les 3 méthodes qui ont été implémentées dans la classe cafetière. Ça veut dire que je peux l'allumer, je peux la chauffer et je peux l'éteindre. Mais à aucun moment, je peux dire à cet objet de cafetière d'aller se connecter à mon compte en banque, par exemple. Connecte-toi! Du coup, un développeur, il ne peut interagir qu'avec les fonctions de la classe. Dans la vidéo sur l'objet PDO, on ne peut appeler que les méthodes qui sont implémentées dans l'objet PDO, comme query, comme fetch, etc., etc. On ne peut donc plus avoir une variable avec une méthode qui n'a rien à voir avec l'objet. Se connecter n'a aucun rapport avec un objet de type café. On ne peut pas le faire, ce n'est pas autorisé en langage objet. L'objet est plus structuré, il est plus restreint, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on peut faire a été prévu par les développeurs. Du coup, le code est beaucoup plus maintenable parce que beaucoup plus logique. Mais ça demande un peu plus de temps de conception, ça demande un peu plus de temps de prise en main et du coup ce n'est pas vraiment une méthode de développement qui est très prisée chez les startups ou les petits projets qui ont vite besoin d'être mis en place. Vous avez vu tout à l'heure qu'on peut soit allumer, soit éteindre, soit faire couler le café, mais à aucun moment on pouvait jouer avec le prix, jouer avec le modèle ou jouer avec la couleur parce que les propriétés sont privées. C'est-à-dire que quand moi je vois une cafetière, un objet cafetière dans mon code, je ne peux pas toucher ces propriétés. Cafetière, change de couleur. Cafetière, change de couleur.
La seule façon de toucher des propriétés, c'est à partir des fonctions qui sont à l'intérieur de la classe. Ici, je veux afficher la propriété du modèle. Ça veut dire que je veux afficher le modèle de ma cafetière. Eh bien, je suis obligé de créer une méthode qui fait par exemple ici echo je suis et $this modèle. Alors, je viens d'intégrer un nouveau mot-clé qui est très important en objet. Le this correspond à l'objet lui-même. C'est-à-dire que dans les fonctions qui sont à l'intérieur d'une classe, quand on utilise le mot-clé this, ça fait référence à l'objet lui-même. Du coup, quand on fait this/modèle, c'est-à-dire qu'on accède à cette variable-ci, la variable de la propriété modèle. Quand je fais thisPrix, j'accède à ça, et quand je fais thisModèle, j'accède à ça. Donc pour accéder aux propriétés de l'objet lui-même, on utilise le mot-clé this. Et ça marche pour les propriétés, mais ça marche aussi pour les méthodes. C'est-à-dire que si on est dans cette méthode-là, affiche tes propriétés, et qu'on a besoin d'appeler une méthode de l'objet, par exemple change modèle, eh bien on va utiliser this change modèle pour dire qu'on utilise bien la méthode de l'objet lui-même. Parce que vous verrez très vite que quand on fait de l'objet, on a vu dans le code qu'on pouvait créer plusieurs objets. Donc ici par exemple, j'ai 5 cafetières. Eh bien chaque cafetière est unique. C'est-à-dire que chaque cafetière, si j'appelle la fonction affiche tes propriétés de cette cafetière-là, j'affiche les propriétés que de cette cafetière-là. Si j'appelle la méthode allumée de cette cafetière-là, donc la cafetière objet café 2, c'est celle-ci qui va s'allumer et pas les autres. Donc les objets sont tous uniques et les fonctions appartiennent bien à chaque objet. Même si ce sont les mêmes, elles sont différentes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mot-clé this lorsqu'on fait référence à une méthode ou une propriété de l'objet lui-même. C'est très important. Donc comme les propriétés sont privées, il n'est possible de les modifier qu'à partir des fonctions qui sont dans la classe. Et donc on utilisera l'objet this. Pour afficher une propriété, on utilise le mot-clé return. C'est facile, on return par exemple $thisPrix pour la fonctionnalité donne ton prix. Ça veut dire que si j'ai un objet cafetière, je fais objet cafetière donne ton prix, ça va me retourner le prix de cette cafetière. Mais à l'inverse, si je veux modifier une propriété, eh bien je dois utiliser une méthode que je peux appeler comme je veux, qui va recevoir la nouvelle valeur de la propriété. Et puis on mettra dans, par exemple là, pour changer le modèle, dans cet exemple, on dira que $, on va identifier une variable thisModèle, donc la variable qui est ici, la propriété modèle, va prendre la valeur du nouveau modèle. Et j'aurai modifié le modèle de l'objet en question. Comme je peux appeler les méthodes de chaque objet distinctement, je pourrais modifier le modèle de chacun de mes objets. La plupart du temps, on utilise get et nom de la propriété pour récupérer une propriété et on utilise set nom de la propriété avec en paramètre la nouvelle propriété pour mettre à jour une propriété. Puisque je vous l'ai dit, programmer objet ça respecte des concepts mais ça respecte aussi une façon de faire. Généralement tous les développeurs font la même chose. Si je veux modifier le prix, je crée une méthode qui s'appelle setPrix. Je veux récupérer le prix, je fais une méthode getPrix. Alors, pour vous tester, je vous propose d'essayer cela. Créer une classe personnage avec une propriété nom. Vous créez deux méthodes dans cette classe personnage, une qui s'appelle setNom pour un nouveau nom et une qui s'appelle présente-toi. Donc ça c'est dans un fichier à part que vous appelez personnage.php. Vous instanciez dans votre classe principale, donc dans votre index.php, deux personnages, donc perso1 et perso2, et vous leur changez leur nom et vous demandez de les afficher. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que c'est que le constructeur. Cafetière change de couleur.